moi je dis... C'était quoi ta première réaction? J'ai quelqu'un de même. Ah bah C'est ça. C'est vrai, il faut que je te dise un truc. Inès et Margot vous présentent un podcast sans jugement. Coucou à tous. Bonjour. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Sans Jugement. Et on va parler de... Du bruxisme. pas de, mais du bruxisme. Et aujourd'hui, on est en compagnie, par un peu comme pour l'endométriose et l'adénomiose, mais cette fois, pas d'une consoeur, mais comment on dit? D'une consoeur de santé. Une dentaire. Bon, et donc on est avec quelqu'un de multidisciplinaire, donc on trouve ça trop bien de pouvoir faire un peu des épisodes comme ça. Et on la laisse se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Elisa, je suis chirurgienne dentiste diplômée d'État. J'exerce actuellement en France et aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'un sujet très intéressant, le bruxisme. Donc du coup voilà, comme elle l'a très bien expliqué, aujourd'hui on va parler du bruxisme et il est vrai que, je sais pas, t'as beaucoup de patients toi qui ont du bruxisme? Non, parce que moi, je suis plus sur les foufounes, mais c'est vrai qu'avant... Peut-être que ça peut être en vrai, le stress de la maternité, je sais non, pas. mais sans blague, en vrai, en plus, c'est lié. Bah voilà, Ouais. mais non mais l'autre elle me dit moi je travaille avec des foufous. Non, mais j'en vois pas souvent, mais c'est vrai qu'il y en a avec le stress, on en parlera après, qui ont des problèmes de bruxisme. Mais plus général d'ATM, quoi, Ouais, de l'articulation. temporomandibulaire. Exactement. C'est On bien, on finit se... les phrases l'une de l'autre. Voilà. Mais sinon, oui, j'en ai vu quelques-unes. Et sinon, surtout, c'était en pratique quand on faisait des stages. J'ai l'impression, j'en voyais vraiment souvent. Bah oui, et puis déjà, des fois on dort ensemble et je fais du bruxisme. Oui, c'est vrai qu'on dort ensemble. Donc, du coup, elle se lève le matin, elle me fait « Alors Margot, t'as grincé des dents toute la nuit. » Mais vraiment, vraiment. Bah c'est pas grave. Bah moi j'en ai pas mal aussi. En vrai, j'en ai beaucoup. C'est vrai que je t'ai pas posé la question. Mais merci de poser la question Inès, je me sens super intégrée dans ce podcast. Et vraiment pour le coup, moi j'en ai vraiment pas mal aussi. Et c'est souvent des femmes, plus que des hommes. C'est vrai, maintenant que tu le dis, oui, plus des femmes. Et c'est souvent dans des périodes de transition ou de stress. Oui. Donc bon, voilà. Comme d'hab, quoi. Voilà, un petit peu. Mais du coup, le bruxisme, c'est quoi en quelques mots? Et c'est un peu l'activité des muscles masticateurs qui peut se produire donc soit pendant le sommeil, généralement c'est une activité rythmique, ou pendant l'éveil, donc pendant la journée, on sent que d'un coup on va presser les dents les unes contre l'autre dans des périodes un peu de tension. Par exemple, c'est vrai que quand je suis dans des périodes de bruxisme, moi, même le simple fait de faire un effort physique, si je suis en train de masser quelqu'un ou de manipuler quelqu'un, je vais serrer les dents extrêmement fort à ce moment-là, alors que de normal, je le ferais pas forcément. Et du coup, il faut savoir que ça peut ne pas être problématique parce qu'il y a des sujets sains qui font du bruxisme, donc des personnes saines qui n'ont pas de soucis de bruxisme, qui en font, mais que ce n'est pas pathologique dans le sens où ça va pas atteindre un stade trop élevé qui va faire que ça va poser un problème, faire des problèmes au niveau des dents, faire un peu style limé. Donc c'est pas forcément obligé d'être un problème, ça dépend. Mais cependant, ça peut être aussi compliqué surtout à diagnostiquer, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup cette image de quand on se lève le matin, est-ce qu'on a serré les dents ou pas, donc de fatigue au niveau de l'ATM, mais en dehors de ça, c'est souvent plus compliqué. Et des fois, si on dort pas avec quelqu'un qui peut nous dire, bah là, Kata, t'as grincé des dents, on s'en rend pas forcément compte. Et c'est vrai que du coup, le diagnostic est posé vraiment un diagnostic sur, bah voilà, monsieur, vous faites du bruxisme. C'est plus compliqué parce qu'il faut prendre des choses où c'est multifactoriel, où il y a plein de choses qui rentrent en compte, un peu comme tout. C'est pas aussi compliqué que par exemple dans d'autres sujets et dans d'autres maladies qu'on a pu aborder, mais c'est vrai que pour dire vraiment 100% oui, vous faites du bruxisme, bah c'est soit aller voir un dentiste qui peut vraiment vous regarder vos dents, soit un kiné pourra toujours mettre une hypothèse dessus, mais ne pourra pas vous dire à 100% oui. Donc voilà. Attendez que je réagisse. Non, mais je suis d'accord. Merci. Bon, du coup, on a dit qu'un peu les causes du bruxisme, c'était le stress, l'anxiété, mais est-ce qu'il y a d'autres causes à cette maladie? Bah déjà, si tu as des dents qui sont de manière naturelle pas bien alignées, ça peut être une cause de bruxisme. On a aussi la consommation de substances telles que l'alcool ou la drogue. Voilà, la drogue. Et des effets secondaires de médicaments. Ça peut aussi... voilà. Mais généralement, franchement, dans 80% des cas, c'est le stress et l'anxiété. Bah, ce qui est le mot de notre société, hein. De toute façon, oui, c'est vrai.
On est de plus en plus stressé, donc c'est vrai que c'est une maladie qui est en croissance, mais vraiment en croissance comparé à avant. Donc du coup, voilà. Mais les causes exactes du bruxisme de sommeil, c'est pas encore vraiment élucidé. Il y a quelques pistes un peu qui sont évoquées, telles que les phases de réveil. C'est-à-dire que dans une nuit, on va avoir donc des phases de sommeil profond, des phases de réveil, et ça va être comme ça. On va avoir à peu près presque 9 cycles par nuit, donc c'est quand même énorme. Et en fait, c'est pendant ces rôles de micro-éveil et pendant le sommeil que normalement, on aurait cette activité des dents. Okay. Donc en soi, comme j'ai dit avant, ça peut ne pas être pathologique parce que ça peut rester très en surface et pas être vraiment quelque chose de pathologique. On a aussi, on a une partie un peu, c'est un peu plus chiant, mais l'activité cardiaque, la neurochimie, les génétiques et l'hérédité, les facteurs psychosociaux, donc stress et anxiété, et une dysfonction des ganglions de base ou des comorbidités telles que par exemple le syndrome d'apnée. Donc du sommeil. Oui, c'est vrai que c'est souvent lié. Ouais, c'est vrai. Parce que d'ailleurs, il y en avait même qui me disaient que quand ils faisaient de l'apnée du sommeil, donc ils avaient des tubes, enfin tu sais, il y en a, tu peux prendre quand c'est vraiment hard, et ils le rongeaient avec les dents, en fait. Genre, ils se rendaient compte que le tube, il le... tellement il faisait du bruxisme avec. Ça a l'air de te... En fait, moi, c'est que j'ai le bruit des dents. Et du coup, ça me... j'arrive pas. Elle me dit le matin, c'était horrible, je t'entendais grincer comme ça sur le côté. Enfin, ça me fait de la peine pour les dents, quoi. Oui. Bah oui. Les pauvres. Bientôt plus de Chico. Mais dites-nous, en vrai, si ça vous intéresse, un épisode sur l'apnée du sommeil, ça serait super intéressant. Ah ouais, mais alors là, moi, en kiné... J'ai jamais traité d'apnée du sommeil. Je sais pas comment... justement, ça pourrait être intéressant. De chercher. Donc dites-nous, on peut être vos cobayes. Et ensuite, du coup, il y a des choses qui ont plus ou moins de preuves. Et c'est vrai que les choses qui ont de plus de preuves d'indicateurs de risque pour faire du bruxisme, c'est l'alcool, caféine, tabac, les drogues, les médicaments. Bon, ça, on va mettre avec drogue, quoi. Et les troubles respiratoires du sommeil. Et donc les phases d'éveil aussi. Mais c'est vraiment celle où c'est le plus lié entre l'indicateur de risque et le fait de faire du bruxisme. T'as tes voisins, ils ferment. Ils ferment les portes. Ils ferment avec ganasse. Ok, et donc du coup, on avait une question pour Elisa, parce que c'est vrai que du coup, on trouvait ça intéressant de faire un peu du multidisciplinaire. Un peu ce qu'elle en pense, en fait, finalement, de ce multidisciplinaire. Oui, est-ce que cette maladie, en fait, est-ce que les kinés et les dentaires peuvent travailler ensemble, quoi ? Exactement. On écoute Elisa. Alors, c'est pas que je pense, c'est que je suis persuadée que la prise en charge correcte et adéquate d'un patient bruxiste, ça va être une prise en charge multidisciplinaire et qui englobe plusieurs professionnels de santé. Vu que le bruxisme, déjà en lui-même, c'est une pathologie qui est multifactorielle, qui prend en lien un aspect psychologique, qui peut entraîner des contractions musculaires, de l'usure au niveau des dents. Pour moi, c'est essentiel qu'il y ait plusieurs professionnels de santé qui soient en lien et qui travaillent ensemble pour soulager un patient bruxiste. Donc voilà, au niveau dentaire, en mettant en place des gouttières, en mettant en place de la kinésithérapie et une rééducation surtout maxillofaciale pour soulager l'articulation temporomandibulaire, soulager les muscles en lien avec la mâchoire, et derrière aussi un accompagnement psychologique pour comprendre et tenter d'analyser et de résoudre le stress qui peut engendrer cette hypercontraction, le fait de serrer, voilà. Donc pour moi c'est essentiel pour soigner le bruxisme qu'il y ait plusieurs professionnels de santé sur le coup. Franchement oui. Oui, elle a tout dit. Elle a tout dit, et c'est vrai que justement, moi, dans la clinique où je travaille, on travaille en partenariat avec un cabinet dentaire à côté, où généralement on dérive pour faire des gouttières ou des choses comme ça, en même temps qu'on fait le traitement. Ah oui, c'est important. Après, on verra un peu les conséquences que peut avoir le bruxisme à long terme, et c'est vrai que travailler avec plusieurs professionnels de santé, c'est indispensable, quoi, comme elle a dit. Ouais, parce que pour vous donner un petit peu des chiffres sur la prévalence du bruxisme, du sommeil, ça varie chez l'enfant de 8 à 38% chez l'enfant. Et
Donc c'est vraiment une fourchette énorme, je trouve déjà. Mhm, c'est vrai. 8 à 38%, on voit vraiment que c'est compliqué à diagnostiquer tel quel parce que c'est une fourchette trop grande. Et dans la population en général, elle est estimée à plus ou moins 12,8%. Donc plus ou moins 3% de 12,8%. Et elle diminue chez les personnes âgées, peut-être moins de stress finalement, chez lesquelles elle est égale à 3%. Et ils disent que ça ne varie pas vraiment significativement avec le sexe Ok. de la personne. Après, c'est des chiffres qui sont. Enfin, je trouve que c'est des chiffres qui représentent oui et non. Mm. Parce que c'est quand même une maladie. Je sais pas si c'est un syndrome, une maladie. Non, une maladie. Maladie. Qui est un peu récente, je trouve. Ouais. Avant, t'en entendais pas autant parler que maintenant. Bah oui, mais enfin, pour le coup, en regardant, on a épluché beaucoup d'articles et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des articles qui sont... Ouais, c'est bah, c'est il y des en a- thèmes. Il y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. À chaque fois, ils disent que la méthodologie n'allait pas ou que c'était pas assez précis ou que... Enfin, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas vraiment. Et ce qu'ils disaient aussi beaucoup, c'est que pour diagnostiquer, c'est tellement compliqué que des personnes qui pensaient qu'ils faisaient du bruxisme, quand en fait on faisait les examens, ils en avaient pas vraiment, et inversement. Et donc du coup, en fait, on se retrouvait avec à peu près 8%. Ouais, c'est ça. Mhm. Et parce que vraiment, c'est compliqué à diagnostiquer. Et de base, on pense même qu'il y en a probablement plus, mais que si on ne dort pas avec quelqu'un, s'il n'y a pas... En fait, généralement, c'est ça qui aide le plus. C'est de dormir avec quelqu'un qui te dit... mais là, c'est terrible, quoi. Oui, ou sinon, les personnes qui dorment seules et qu'après, le matin, elles se lèvent, elles sont là en mode oh, je sens que cette partie de la mâchoire, elle est tendue. Mais juste, après, tu continues ta journée en mode ouais, ok. Voilà, mais ça, c'est dans des cas où ça impacte pas vraiment, je trouve. Oui, non, Tu mais vois, c'est ta ça. vie. Parce que t'es un peu là en mode, c'est pas très grave, voilà, ça me fait un peu mal. Il y a ça, mais il y en a où ça fait vraiment des céphalées, donc vraiment des grosses douleurs de crâne qui sont vraiment invalidantes, quoi. Oui, non, en vrai, c'est à partir de ça, il y a plein de choses qui peuvent découler. Et comme on a dit, nous, on en voit souvent. Mais est-ce que aussi les dentaires en voient souvent? C'est un peu la question qu'on a posée à Elisa. Alors je dirais que je reçois assez fréquemment des patients atteints de bruxisme, mais il y a différents types de patients atteints de bruxisme. Il y a le patient atteint de bruxisme à qui je vais faire prendre conscience qu'il a et qu'il souffre de bruxisme à cause de l'usure que je vois au niveau des dents. Et il y a les patients qui arrivent en consultation parce que voilà, ils arrivent en me disant voilà, j'ai mal à l'articulation, j'ai des douleurs, et effectivement quand je les assois et que je fais mon examen clinique, j'observe qu'ils souffrent effectivement de bruxisme, que les dents sont usées, que les muscles sont très contractés, qu'il y a des douleurs articulaires. Mais globalement, je dirais quand même que c'est assez fréquent en consultation de recevoir des patients qui souffrent de bruxisme. Bon, du coup, comme en kiné, c'est assez fréquent, quoi. Oui, voilà. En vrai, de toute façon, comme on a dit, je pense que c'est quelque chose qui... on vit dans une époque un peu plus stressée qu'avant, avec tout ce qui se passe au niveau mondial. Donc du coup, je pense que de manière générale, ça va pas aller en s'arrangeant. C'est comme les douleurs de dos. Mais... C'est un peu maintenant... c'est des mots courants, quoi. Enfin, t'as souvent c'est des problèmes comme ça, mais le truc, c'est que tu peux les régler. Si tu prends bien en charge. Oui, c'est ça. En fait, c'est que si jamais pour vous c'est léger, vous en avez, mais vous sentez que c'est très léger, prendre les bonnes habitudes et les bonnes façons de faire. Et si jamais c'est vraiment invalidant, savoir que vous pouvez vraiment le régler, quoi, ce problème. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de continuer de vivre avec. Mais du coup, parce qu'on a parlé de ce que c'était, etc. Mais comment, nous, on peut le diagnostiquer ? Alors, nous, on a plusieurs diagnostics qui sont possibles. Il y en a qui sont plus... Enfin, en tant que kiné, il y en a qui sont plus coûteux et difficiles à mettre en place que d'autres. On va avoir, par exemple, le polysomnographie. PSG. On va l'appeler PSG, voilà, et pas ça le parle à club tout de le monde. foot. C'est le gold standard. C'est vraiment donc l'examen le plus complet dont disposent donc les médecins spécialistes pour analyser le sommeil. Et en fait, il permet de diagnostiquer divers types de troubles du sommeil. Donc généralement, on vous le fait quand on doute que vous avez de l'apnée du sommeil, etc., etc. Et pour vous envoyer faire ça, honnêtement, c'est quand on suspecte qu'il y a d'autres choses, parce que c'est... Enfin, vraiment, on vous entube, on vous met des patchs, on vous met des trucs, et vous devez dormir comme ça, et on analyse votre sommeil durant la nuit. Donc, c'est vraiment le gold standard dans le sens où c'est celui qu'on est sûr après ça de ce que vous faites. Mais c'est compliqué à mettre en place, honnêtement.
Donc du coup, on peut aussi faire par exemple avec un appareil portable une électromyographie qui en fait est plus simple à utiliser et beaucoup moins coûteux pour le coup. Et en fait, on peut l'utiliser à la maison et donc on va enregistrer pendant la nuit votre activité musculaire de la mâchoire. Et il faut dire que c'est moins gold standard dans le sens où on n'est pas encore sûr que ce soit vraiment vrai à chaque fois et que ce soit complètement efficient. Mais c'est un palliatif de ce qu'on a vu avant qui peut plutôt bien marcher. En fait, c'est vrai que les kinés, parce que là, c'est la théorie, mais en pratique, moi, quand les gens y venaient et le kiné disait oui, bah tu fais du bruxisme, on faisait pas de test. Enfin, juste, on allait voir les muscles dans quel état ils étaient. Et souvent, le diagnostic bruxisme était posé, mais on n'avait pas fait de test. Et t'es là en mode, bah, je pense que t'as ça parce que tu te fies beaucoup à ce que le patient te dit, quoi. En fait, c'est ça. Généralement, moi, en clinique, ce que je vais toucher, c'est le temporal, donc les muscles là, sur le coin en haut externe de la tête, la mâchoire, et généralement, je vais aussi voir un peu tête et cou ce qui se passe. Mais en fait, honnêtement, chez n'importe qui, quand tu vas toucher la mâchoire, les masséters, ils sont quand même vachement bien contractés de manière générale. Mais c'est vrai que c'est plus pour moi au niveau des symptômes. Quand il va me dire, bah là, j'ai mal de crâne, quand je me réveille, j'ai ci, ça, je ressens... voilà, et que tu vas dire, bah là, est-ce que vous êtes dans une période de stress, de changement, de blablabla. Et en fait, c'est quand tu fais la somme de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on te raconte que tu peux vraiment dire, bah ouais, en vrai, on suspecte que ce soit du bruxisme, c'est plus probable, mais je trouve que si on ne fait pas faire des tests et tout, nous, on peut pas poser, je trouverais ça difficile de poser un diagnostic juste en palpant des muscles, etc. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup cet effet sur les dents si tu as des... Oui, les mailles oui, c'est vrai. Du cassage, non. Enfin, c'est du... Je sais pas comment des abîmés, si les dents sont abîmées. Mais tout ça, pour moi, c'est plus au niveau du dentiste. Et c'est vrai que je dirais toujours à quelqu'un qui a du bruxisme, écoute, on essaye si tu veux, là, en te faisant qu'un traitement de kiné. Mais si tu veux être sûr et poser un vrai diagnostic, je t'orienterai plus vers un dentiste qui pourra vraiment te dire en mode, je te pose ce diagnostic parce que c'est un médecin, donc il peut poser un diagnostic. Et moi, en fait, je garderai un peu toujours cette hypothèse de je pense que c'est ça, et ce serait intéressant de travailler du coup avec... Oui, c'est ça, en fait, c'est une hypothèse de dire, il y a tout qui montre que ça pourrait être ça. Mais en fait, le truc, c'est que c'est une maladie, entre guillemets, où même si tu dis tu as du bruxisme et à la fin, c'est pas ça, c'est pas grave parce que le traitement, ça va pas être négatif quoi que tu fasses. No matarás al paciente. Voilà, non, c'est en mode... Vous ne tuerez pas votre patient, allez-y. On c'est le fait tout le temps, ça. Donc, en soi, qu'on te fasse qu'on te décharge un peu grave, mais c'est perte de temps, je trouve ça nul. Ça sera dommage. Mais... Ça sera jamais forcément une perte de temps si t'as des tensions et que ça peut venir de là. Juste bruxisme, c'est quand même un mot où, genre, il y en a, les dents, elles peuvent être... tu peux finir par les casser et tout, quoi. Ouais. On verra après, mais sur le long terme, ça fait un peu mal. Non, c'est vrai. Mais honnêtement... on parlera après des solutions. Ça, là, j'allais commencer à vraiment rentrer dans le truc. Mais c'est vrai que dans tous les cas, tout ce qu'on va faire en dentiste et en kiné, ce sera pour essayer de diminuer ces sensations. Mais le plus gros du travail, c'est à le faire là-haut, dans la tête. Pour baisser le stress, baisser tout ça. Et parce qu'au final, nous, on va être un peu pas le médicament, mais on va être le truc qui va essayer de calmer tout ça, de réguler, de revenir à la normale. Mais si ce qui est la racine du problème n'est pas soigné, dans tous les cas, vous irez nulle part. Enfin, ça va pas s'arranger. Nous, on est une solution, mais en soi, il y a plein d'autres solutions. C'est un truc multidisciplinaire. Pour moi, on fait partie même de la solution, mais c'est pas... Oui, c'est ça. On est une partie, mais on n'est pas 100% du truc. C'est ça. Et donc, du coup, Elisa, comment ça se passe, toi, tes diagnostics en consultation ? Alors, le bruxisme en dentaire, c'est vrai qu'on a plusieurs pistes, plusieurs facteurs pour pouvoir le diagnostiquer. Donc, un des premiers facteurs qui va être, on va dire, le point prédominant, ça va être l'aspect des dents. En effet, les personnes qui souffrent de bruxisme, on va avoir beaucoup au niveau de leurs dents plusieurs types d'usure. Donc on va avoir notamment au niveau des dents, notamment au niveau de la face occlusale. Donc la face occlusale, c'est la face avec laquelle on va venir mastiquer. On va avoir des figures d'abrasion. Donc l'abrasion, ça va être en fait l'émail qui va s'affiner
Et ça va donner en fait un aspect au niveau des dents, un aspect limé. On va avoir une perte de hauteur au niveau des dents, une présence de sensibilité. Donc ça, c'est pour tout ce qui est au niveau des faces occlusales. Et on va avoir aussi au niveau du collet de la dent. Donc si vous voulez, c'est la partie, la base de la dent qui est en lien donc, entre la gencive et le début de la dent. On va avoir aussi dans certains cas la formation en fait de petits creux qui sont liés en fait à l'usure de cet émail et qui peuvent créer chez beaucoup de patients des sensibilités. Donc voilà, donc les dents c'est vraiment le point prépondérant qui peut nous faire digne au niveau de la tête penser que le patient souffre de bruxisme. Il va y avoir 2 autres points. Ça va être l'ouverture de la bouche du patient, donc regardez le degré d'ouverture que celui-ci a, parce que les personnes qui souffrent de bruxisme, on va avoir une ouverture qui va être limitée, liée à une hypercontraction des muscles, parce que du coup quand on serre des dents, on a les muscles en lien donc, avec la mâchoire qui vont être hyper contractés. Donc ça, c'est une autre piste. Et enfin, la dernière piste, ça va être lorsque le patient nous réfère que lorsqu'il ouvre et ferme la mâchoire, il ressent comme des douleurs au niveau de l'articulation temporomandibulaire, donc l'articulation qui va venir relier la mandibule au crâne. Et voilà, qui nous réfère des douleurs, une sensation de craquement. Ça va être le dernier point qui peut nous faire penser au bruxisme. Voilà. Bah non, mais super intéressant. En vrai, c'est vrai qu'on s'en est rappelé pendant que Oui, faisait les vocaux, mais c'est vrai que nous aussi en pratique, en fait, quand en pratique, on nous avait dit qu'on pouvait faire le test des 3 doigts, donc si on rentre 3 doigts dans la bouche, c'est que c'est bon. Mais honnêtement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très... Bah déjà, on n'a pas tous la même ouverture de bouche. de l'ATM, donc déjà, c'est un peu biaisé. Et c'est vrai qu'au final... je pense que c'est aussi très personnel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui l'ouvrent plus ou moins et comment tu le ressens quand tu l'ouvres en fait. Mais c'est vrai que c'est... il y a des... Moi, j'avais une copine à moi, elle pouvait pas ouvrir la bouche plus de 2 doigts. Mais comme ça. Et sa dentiste lui avait dit, c'est la première fois que je vois ça en pratique et tout, j'avais vu ça que dans les livres et tout. Ouais. Et à cause de ça, elle avait eu des problèmes, parce qu'elle n'arrivait pas à ouvrir autant sa bouche que... Normalement, c'est 3 doigts, quoi. Donc du coup, voilà, en vrai, comme vous l'avez vu, c'est vraiment beaucoup sur l'aspect des dents que les dentistes vont se baser, ce qui est, je trouve, le plus parlant. Oui. Et pareil, comme elle disait, et comme on le disait aussi, c'est en fait l'assemblage de plusieurs choses qui vont vous faire poser le diagnostic. De toute façon, c'est comme ça dans toutes les maladies, sauf quand tu as des tests gold standard en mode un IRM, on sait que tu as ça, bam bam. Voilà. Oui. Ou écho, tu as une rupture musculaire, bam bam. Mais sinon, généralement, c'est souvent l'assemblage de plusieurs choses qui nous font poser un diagnostic. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'est un peu toutes les... Enfin, là, je pense que vous avez eu l'habitude, si vous avez écouté les autres épisodes. On espère. Mais toutes les maladies un peu où la cause principale, c'est le stress. C'est tout le temps des trucs où il faut aller chercher plein de petites choses pour dire, bon, bah à la fin, je crois que t'as ça. C'est vrai. Et du coup, c'est quoi un peu les muscles qui sont touchés ? Alors, on en a parlé un peu avant, mais du coup, les temporaux, comme tu as dit, qui se situent en haut, les masséters, en fait, c'est tous les muscles qui servent à fermer la mâchoire et qui vont aider aussi à la mastication. Et ensuite, on a des petits muscles qui s'appellent j'arrive pas à dire en français. Ptérygoïdiens. Oui. Voilà. Et ça, en kiné, on peut aller les travailler aussi en mettant les doigts dans la bouche. Et c'est un truc qui n'est pas très agréable. Oh, c'est très fatigant. Oui, c'est très très fatigant. Et après, pour le patient, pas pour le kiné, mais pour le patient. Oui, moi c'est un truc que j'aime trop faire, l'ATM. Ouais, c'est vraiment. T'es là en mode, allez, go. C'est très relaxant. Enfin, pour nous, mais pas nous, pour eux. Pas pour vous. Voilà. Et après, on a aussi d'autres muscles, comme les muscles du cou. Après aussi, les trapèzes aussi, souvent, ils sont un peu... Moi, je les traite automatiquement aussi avec. En fait, voilà, c'est les muscles un peu accessoires qui vont aussi aider à la posture. Moi, je sais que souvent, quand tu vois quelqu'un qui fait du bruxisme, il arrive un peu alors déjà, les trapèzes vraiment en haut comme ça, les épaules genre rentrées. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est ouvrir tout ça pour travailler aussi la posture. C'est ça. Généralement, en fait... ça va être beaucoup de mouvements, même de tête et cou, pour essayer de relâcher les muscles, des exercices un peu comme ça. Et oui, le traitement après des temporaux
et le traitement des temporaux en haut et puis de la bouche, quoi. Mais généralement, ça va être aussi beaucoup... En fait, maintenant, la kiné, avant, c'était beaucoup moins comme ça. C'était très... on prend une articulation, un truc et on reste là-dessus. Oui. Maintenant, on voit vraiment plus le corps dans sa globalité et c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on progresse beaucoup plus vite, quoi. Oui, vraiment. Et du coup, on avait une petite question pour Elisa pour savoir comment il différencie en fait le bruxisme diurne à celui nocturne. Donc, diurne, c'est 2 jours. Ouais. Voilà. Et nocturne, de nuit. Si Voilà. jamais. Alors c'est vrai qu'en dentaire, pour différencier bruxisme diurne et bruxisme nocturne, on va pas avoir, on va dire, au niveau de la clinique, des signes qui vont être plus pour le bruxisme diurne et d'autres plus pour le bruxisme nocturne. Nous, c'est vrai que quand on arrive et quand on se dit « Ah, ce patient-là souffre certainement de bruxisme », ça va être plus en posant des questions sur les habitudes aux patients, plutôt que sur les signes cliniques. On va pouvoir différencier les deux. Au niveau des questions qui vont nous orienter vers un bruxisme diurne ou un bruxisme nocturne, c'est vrai qu'on va demander par exemple aux patients de savoir si le ou la conjointe leur a dit que par exemple la nuit ils les entendait grincer des dents, ou si par exemple le matin au réveil ils ont l'impression d'avoir la mâchoire un peu tendue, s'ils ont des douleurs au réveil. Donc là on optera plus pour un bruxisme nocturne. Par contre à l'inverse, si le patient nous réfère que la journée en fait il se rend compte qu'il serre la mâchoire, qu'il a cette sensation de fatigue musculaire, de douleur articulaire au niveau de la mâchoire, même en journée, là on optera du coup plus pour un bruxisme diurne, en sachant qu'un patient peut souffrir à la fois de bruxisme diurne et de bruxisme nocturne. C'est vrai que moi, je trouve généralement, c'est un peu les deux. Genre, je sais que les patients, quand ils viennent pour du bruxisme... Donc, nocturne, c'est plus où on va claquer les dents et les grincer sur les côtés, ou juste vraiment serré, mais la journée, c'est plus que serré. C'est vraiment genre, on va pas commencer à faire des... Non, oui, c'est ça. Mais le pire, c'est qu'en fait, tu t'en rends même pas compte. Moi, vendredi, donc ça fait vraiment 2 jours. C'est précis. En gros, j'étais en train À de 12h12. j'étais en train de masser quelqu'un et là, d'un coup, je sens que ma mâchoire, mais je l'ai contractée, mes dents étaient collées entre elles et tout, en mode comme si j'étais énervée. Oh, le bruit que j'ai fait. Et j'étais comme si j'étais énervée. Ouais. Et après, j'ai fait wow, ok, genre. Mais moi, c'est vrai On se que calme. quand je fais du bruxisme de nuit, je sais que la journée, je serre les dents. Généralement, ça va ensemble. Oui, en vrai, ça va ensemble. C'est vraiment. Mais je l'associe beaucoup au stress. Complètement. Moi, stress et l'autre jour, je l'ai fait parce qu'on était allés en soirée. On a bu 3 verres. Mais 3 verres ont suffi pour me stresser, je pense. Et vraiment, la nuit, j'étais là, tac, 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 tac. Et le lendemain, je serrais les dents et j'étais vraiment là. Mais enfin, Inès, elle m'a dit, t'as grincé des dents. Oui, beaucoup. t'as grincé les dents. Et j'étais vraiment là en mode, mais j'ai fait en plus que me réveiller, me rendormir, réveiller, rendormir. Et je sais que c'est vraiment les moments où je grince le plus, quoi. Non, c'est vrai. Mais du coup, comme Elisa a expliqué un peu les symptômes et comment eux, ils pouvaient différencier, on va vous dire un peu, nous, les symptômes qu'on voit souvent de quelqu'un qui vient en consulte et qui a du bruxisme. Donc, comme on a dit avant, ça va vraiment être douleur de l'articulation au niveau de la mandibule. Ensuite, de l'usure des dents. Après, moi, je peux pas aller regarder vos dents et vous dire, vous avez de l'usure. Après, ça se voit quand même, quand Mais c'est du bruxisme chronique, ça fait très longtemps. Tu peux le voir. Et ensuite, douleur aussi, beaucoup de tête. Alors souvent, les gens, mais ils ont des douleurs. Ouais. C'est vraiment intense. Et ensuite, comme elle a dit, grincement de dents, usure des dents qu'on a dit. Aussi, tu peux avoir la mâchoire qui se bloque. Ouais. Parce que, et souvent, ça je vais vous dire un truc. Ça reste entre nous. En gros, je sais, c'est ce qu'on fait en consulte, tu demandes au patient d'ouvrir sa mâchoire et après de la fermer petit à petit. Et tu vois tout le temps non, mais la plupart du temps qu'il y a un côté qui se ferme avant. Ou sinon ça fait des petits arrêts. En vrai, vraiment, faites-le devant un miroir et vous allez voir que vos mâchoires ne se ferment pas en même temps. Et souvent, c'est parce que, comme on verra après, en fait, à la fin, tu peux avoir une hypertrophie des masséters. Et donc, en fait, tu ne peux pas fermer tellement t'as du mal parce que tes muscles, ils sont en hypertrophie, quoi. Plus que ce que ça devrait. Et sinon, ensuite, céphalée, comme on a dit, fatigue et douleur musculaire. Et c'est quoi un peu les conséquences dans le temps de ces effets ? Très bonne question. Merci, Jamie. Du coup, alors, comme on a dit, je pense que l'impact le plus important, c'est la santé dentaire. Donc, ça va être une santé...
une mauvaise occlusion, ça peut entraîner une usure prématurée des dents. Donc ça va être en fait la destruction prématurée de l'émail, comme elle a pu expliquer Elisa. Ça peut amener des fractures, bon dans certains cas, mais ça peut arriver. Une fracture des dents, tu sais qu'elles sont Ah fractures. oui. Ah, ça... Ah bon Ouais, ça se dit comme ça. Cassage de dents. Fracture des dents. Ok, ouais. Ta dent Y, je sais pas, quelque chose. Voilà, sinon aussi une sensibilité accrue et aussi voir des troubles parodontaux. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est très simple pour un mot super compliqué. Comme tout dans le scientifique. Tu sais, tu lis ça, t'es là en mode « Hein ? Quoi ?» Mais au final, c'est très simple. Donc, en gros, les troubles parodontaux, ce sont des maladies qui affectent les tissus et soutiens des dents. Donc, les gencives, plus communément appelées les gencives. Donc, c'est un truc qu'on connaît tous. Les ligaments parodontal et l'os alvéolaire. Bon, ça, c'est un peu plus... Oui, c'est ça. C'est la jointure entre la gencive et... En fait, c'est tout ce qui entoure votre dent. C'est ça, un peu les troubles parodontaux. Et on peut avoir posé comme chez ma maman. Vraiment. On peut avoir 2 grandes catégories. Donc, la gingivite. Donc, vous voyez quand vous avez un peu la gencive super boursouflée, rouge, et quand tu te laves les dents, tu saignes. Ça. Et aussi la parodontite. Donc ça, c'est un stade avancé où l'inflammation détruit progressivement l'os et les tissus du soutien de la dent. Sympa. Voilà. Mais au moins, on a appris un nouveau mot aujourd'hui. J'étais très contente d'apprendre ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, parce qu'on parlait des causes. J'avais oublié qu'on parlait de ça. Donc, on a dit la santé des dents, premièrement. Et en parallèle aussi, l'articulation temporomandibulaire, ATM, qui va être affectée. Et on peut avoir des troubles chroniques comme les douleurs, des blocages, des craquages. Pardon, mais des craquages en mode... votre mâchoire qui va craquer, etc. Des maux de tête, des tensions musculaires, au niveau même aussi du cou, des épaules, comme on a dit avant, et aussi au niveau de la mâchoire. Et en fait, la posture en général. Comme on a dit avant, les gens ils vont être plus renfermés vers l'avant. Les épaules montées. Que par exemple le pecho ouvert, donc le torse. Ça, généralement, de manière générale, c'est dans le stress. Oui, mais c'est pour ça que c'est... Par nature, on va monter les épaules. C'est exactement ça. Et à long terme aussi, un développement anormal des muscles qui servent à la mastication. Et du coup, ça provoque de l'hypertrophie. C'est ce qu'on a dit avant. Et pour finir, la qualité du sommeil qui va être très mauvaise. Parce qu'en soi, quand tu grinces des dents et tout, tu te lèves, t'as pas l'impression d'avoir passé une bonne nuit. Ouais. Et la personne à côté non plus. Donc voilà. Je me sens un peu visée. À croire dans tous les sens ensemble, ils vont se dire. Non mais voilà. Et souvent, ça va être aussi mauvaise posture de la mâchoire, donc des problèmes de mastication et tout. Moi, je me rappelle ma nounou. Alors là, ça vient de me pop-up. J'ai des histoires, moi. En veux-tu, en voilà. Hein. En gros, elle allait se faire opérer la mâchoire parce qu'elle se bloquait tout le temps quand elle mangeait. Et c'était à côté de ça. Et donc, en conclusion, je dirais qu'en fait, c'est ton bien-être globalement qui est affecté, quoi. Parce qu'il y en a vraiment, tu les vois arriver, des cernes jusqu'à là, ils sont pas bien, mal de tête, et tu te dis, oh purée les pauvres. Ouais. Mais souvent, c'est le... Il y en a, ça impacte beaucoup. C'est le stress, quoi. Mais tu sais qu'il y avait une trend, alors je sais plus si tu te rappelles, mais parce que ça date un peu, je crois, pour, tu sais, avoir la mâchoire carrée. Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles de ce truc-là ? Oui, c'était sur TikTok et tout. Stupide, encore, pour changer. Ouais. Et vraiment, c'était un truc où les gens, justement... ils travaillaient trop leur mâchoire et après ils développaient ce genre de troubles et j'étais en mode mais gars, en fait c'est comme dans tout, c'est comme c'était de l'over, genre ils en faisaient trop. C'est comme les gens sur Insta qui font des vidéos en mode contractez votre périnée tout le temps et tout. Mais oui, ne faites pas ça. Mais stop, parce qu'il y a des trucs faut pas travailler, quoi. C'est arrivé justement s'il vous plaît, à quelqu'un dans notre entourage qui justement voulait travailler son périnée et faisait que des contractions comme ça fortes et du coup elle s'est fait un périnée hypertonique. Donc là, elle doit être elle est en rééducation avec un kiné. Oui. Donc vraiment, n'essayez pas de faire des trucs comme ça à votre de jouer avec ça. Surtout, c'est des muscles qui sont assez... qu'on utilise tous les jours et qui se font leur truc tout seul. Il n'y a pas besoin de les travailler. C'est des muscles qui se travaillent déjà par naturalité. Et c'est en cas de déséquilibre qu'il faut venir les travailler, mais avec des professionnels. C'est des trucs qu'il ne faut pas faire comme ça
Asuroyo. Ouais, en fait, c'est que maintenant, la santé, c'est tellement plus vulgarisé qu'on voit plein de trucs sur Insta de il faut travailler ça, il faut faire machin et tout. Mais le pire, c'est qu'il faut pas se diagnostiquer tout seul en disant bon, bah là, je vais aller travailler ça et croire tout ce qu'on voit. Ouais. Parce que souvent, en fait, déjà, le corps, t'es pas anatomiquement parlant, t'es pas parfait et tout le monde a oula! Je vois, tout le monde a C'est un sujet qui tient à cœur. Non mais oui, parce que tout le monde a des déséquilibres et des fois il faut laisser les déséquilibres vivre entre eux. Parce que ton corps il marche comme ça quoi. C'est ça, je pense que par exemple nous c'est vrai qu'on donne beaucoup de conseils d'exercices, de trucs comme ça à faire. C'est des choses qui peuvent pas vous faire de mal parce que même si par exemple vous faites périostite, on vous dit de faire des montées de talons, vous risquez pas de vous surcharger quoi que ce soit ou de vous faire vraiment mal. C'est pas la même chose. Mais il y a d'autres choses qui sont pas à faire comme ça sans avoir un bon diagnostic posé quoi. Exactement. Et du coup c'est quoi par exemple au niveau des traitements qu'on peut faire en kiné pour le bruxisme? Alors en tant que kiné du coup on va travailler tous les muscles de la mastication, du cou, des épaules. On va surtout aussi travailler les déséquilibres posturaux. Travailler aussi la mâchoire, tu peux faire des exercices et ouvrir un peu, comme on a dit, les gens ils viennent avec les épaules comme ça vers l'avant. Nous on va essayer de ouvrir tout ça. Et ensuite, si je pouvais différencier un peu, tu as plusieurs techniques. Tu peux avoir des techniques pour relâcher les muscles, donc ça va être des massages. Tu peux même faire aussi de la ponction sèche. On avait fait un épisode dessus. Ouais, on peut aller faire de la ponction sèche sur le masséter. Aussi, on va faire des petits étirements, voilà. Et ensuite, après, il y a toute une partie rééducation où on va faire des exercices de mobilisation pour les gens qui ne peuvent pas forcément ouvrir bien leur ATM ou qui ont du mal. Technique aussi myofaciale pour réduire les douleurs. Et ensuite, voilà, ça va être vraiment travailler la posture, quoi. Ouais. Parce que des fois aussi, ça peut venir du fait qu'on n'a pas assez de force au niveau du haut du dos. Et donc, ça crée des déséquilibres, on va dire. Généralement, c'est un peu ça. De toute façon, en kiné, c'est beaucoup rétablir les équilibres. Exactement. Et dernier truc, gestion du stress. Et en fait, il y a une partie éducation, comme à chaque fois, immense, où tu vas parler avec le patient. Lui aussi va te dire, je suis stressée. Et souvent, les gens, ils vont aussi voir des... Enfin, moi, je sais, ceux que j'avais vus, ils allaient voir des psys en même temps. Ouais. Et avec le psy, ça avait bien marché, bien diminué. Et après, nous, dans l'éducation, on va donner des tips. Par exemple, moi, il y avait un kiné avec qui j'avais fait un stage qui donnait ce tips-là pour les gens qui faisaient du bruxisme un peu la journée, de prendre un stylo, je sais pas si tu travailles sur ton ordinateur, de prendre un stylo et de le mettre derrière tes dents du haut. Et en fait, ça va aider ta mâchoire à la laisser ouverte en fait, et la relâcher un peu parce qu'il y en a, quand tu travailles devant l'ordinateur, ils sont tout crispés. Et ensuite, donc ça, c'est pour les kinés. Et après, il y a quelque chose aussi qu'ils font souvent maintenant, c'est de faire des injections d'acide hyaluronique dans les masséters. Oui, ou botulique aussi, surtout beaucoup. Pour laisser pour que votre muscle en fait soit relâché et qu'il se contracte pas. Mais c'est botulinique, c'est pas hyaluronique. Moi, je connais quelqu'un qui a fait hyaluronique. Ça, je pense, c'est plus pour fluidifier si par exemple t'as des problèmes de mâchoire, genre qui se bloquent. Mais botulinique, c'est ce qui fait que ça fige le muscle. Et donc, du coup, en fait, il est en tétanie. Et du coup, il peut plus se contracter. Il est vraiment figé. Ouais, c'est ça. Et aussi, un tips que, par exemple, tu parlais du stylo qui était super intéressant. Et c'est aussi pour le soir de conscientiser le fait de décrocher votre mâchoire. De vraiment la laisser tomber. La bouche fermée, hein, vous ne laissez pas la bouche ouverte. Mais de vraiment se dire, ok, là, je prends du temps pour me concentrer, de conscientiser, de relâcher ma mâchoire. Et ça aide pas mal. Après, évidemment, vous dormez, donc vous pouvez pas faire ça tout le long. Oui. Mais le fait de s'endormir en se conscientisant ça et en se concentrant sur ça, ça aide beaucoup aussi. C'est vrai. Et donc, du coup, en dentaire, ils ont d'autres traitements qu'on voudrait vous partager, et Elisa aussi. Alors, en dentaire, ce qu'on peut proposer pour soulager un patient qui souffre de bruxisme, car réellement, c'est plus du soulagement et du coup une visée palliative plus que thérapeutique. Donc ça va être la mise en place d'une gouttière de bruxisme. Les gouttières de bruxisme, ce sont des gouttières qu'on va mettre soit au niveau de la mâchoire du bas, donc une gouttière mandibulaire, ou également on peut les mettre en haut aussi.
Et ça va être en fait des gouttières qui sont légèrement plus épaisses que des gouttières de contention. Et en fait, le fait qu'on crée une petite épaisseur, ça va premièrement venir protéger les dents, éviter qu'elles ne s'abîment encore plus. Et derrière, ça peut aussi venir soulager les muscles, éviter qu'ils soient trop contractés dû à la petite épaisseur qu'on crée. Ça va venir en fait soulager. Voilà. Donc ensuite, on peut également venir prescrire un traitement de relaxant musculaire pour relâcher un petit peu les muscles qui sont trop contractés et éviter du coup que le patient, en lien à tout ça, ne serre trop fort des dents. Et ensuite, en dernier lieu, on peut venir également faire des injections de toxines botuliques. Et là, la toxine botulique, en fait, on va venir l'injecter donc dans un muscle trop contracté pour venir, on va dire grossièrement, paralyser ce muscle-là et éviter qu'on ait cet effet d'hypercontraction et on va dire, serrage intensif des dents et pour du coup soulager le patient qui souffre de bruxisme. Donc voilà, c'est un peu comme on vous disait. Ouais, c'est ça. Nos traitements en kiné et en dentaire, c'est de toute façon pas palliatif, mais c'est un peu ce qui vient pour soulager. Mais tant que vous réglez pas ce qui se passe dans votre tête et le stress ou la source de stress, ça changera pas vraiment et c'est un peu minimiser la catastrophe. Ouais, c'est ça. En quelque sorte un peu. Mais du coup, nous, en kiné, on a grave cet aspect psychologique parce qu'après, on voit les patients plusieurs fois par jour. C'est vrai. Mais est-ce que... Non, par semaine. Oui, C'est par jour. matin, midi et soir. Wow, encore vous, madame. par semaine ou même chaque semaine. Mais du coup, en dentaire, est-ce que... eux, comment c'est leur approche un peu psychologique? Parce qu'en soi, eux, c'est un rendez-vous, quoi. C'est vrai. Alors, l'impact psychologique qu'on va avoir au niveau de nos patients, je dirais qu'il va être assez différent en fonction de deux situations. Donc, la première situation, c'est le cas où le patient bruxiste ne sait pas en fait qu'il serre des dents la nuit. Et du coup, nous, on va lui expliquer que voilà, il souffre d'une pathologie, qu'il a du bruxisme et que du coup, il faut qu'il fasse attention, qu'il se rende compte si par exemple le matin au réveil, il se réveille en ayant des douleurs à la mâchoire, une sensation que les muscles sont hyper contractés. Donc on va avoir donc en premier lieu donc dans ce type-là de patients le but et le rôle de leur faire prendre conscience, de leur expliquer aussi ce qu'est le bruxisme, de leur dire qu'on peut mettre en place plusieurs types de traitements. Donc voilà, donc ça va être dans un premier temps avec ce type de patient-là, leur faire prendre conscience qu'ils sont atteints de bruxisme et qu'on peut mettre en place quelque chose pour les soulager. Ensuite, dans le cas où, donc ça nous amène à la deuxième situation, le cas où les patients sont déjà au courant, avertis ou ont déjà remarqué qu'ils ont des douleurs, que leurs dents sont abîmées, notre but et notre rôle, ça va être en fait de mettre en place le traitement, de les motiver à bien suivre le traitement, parce que la mise en place d'une gouttière qu'on porte la nuit, c'est pas très sexy, surtout quand on dort avec son amoureux ou son amoureuse et ça va être de les motiver et de leur donner des solutions pour les soulager encore plus et être bien assidus dans le traitement. Après, on peut voir une évolution, vu que c'est vrai qu'on les voit une fois. Quand ils sont motivés, on va les revoir 2 fois supplémentaires. Une première fois pour réaliser en fait le moulage de la gouttière sur mesure et la deuxième fois pour leur rendre cette gouttière et après lors de contrôle. Mais c'est vrai que notre but à nous, ça va être donc dans un cas de leur faire prendre conscience qu'ils souffrent d'une maladie mais qu'on a des solutions, et dans le deuxième cas de les motiver à bien suivre le traitement qu'on a mis en place avec eux. Donc du coup c'est vrai que l'aspect un peu psychologique en dentaire, il est complètement différent d'une autre parce que ça va être plus en fait d'expliquer vraiment ce que c'est, non pas qu'on le fera pas, mais vu que c'est qu'en une séance, c'est complètement différent parce que c'est vraiment de faire en sorte que le patient accroche dès la première séance. Ouais. Ce qui est difficile, je trouve. C'est beaucoup plus difficile que quand tu l'as à long terme. Moi, je trouve que les métiers comme ça, dentaire, médecin et tout, les patients, ils sont un peu moins proches que par exemple les kinés. Parce forcément. Que c'est... Oui, mais du coup, t'as pas le même aspect psychologique, quoi. Ouais. Nous, vraiment, les patients, des fois, ils nous parlent de leur vie, mais tout le temps. T'as l'impression d'être plus, des fois, psy qu'autre chose, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que nous, on a plus le temps de leur dire... En fait, ça se fait par étapes.
au début, tu leur expliques, après, t'es là en mode est-ce que t'es d'accord, machin. Et du coup, t'as plus le temps de mettre un truc de confiance. Je pense que ça doit être plus dur c'est pour du eux. rabâchage. C'est ça. Nous, en vrai, en kiné, moi, franchement, je fais du harcèlement. Je pratique le harcèlement. Non, je rigole. Non, mais vraiment, c'est je suis toujours vrai. là en mode, tu sais, si tu fais ça, t'auras ci, ça qui va aller mieux, tu te rends compte et tout, ce serait trop cool. Je trouve que c'est plus facile pour nous, en fait, que pour eux, parce que tu les vois une fois de temps en temps. Donc, ça doit être super dur. Faut vraiment avoir les mots justes, quoi. Ouais. Faut vraiment être là en mode... Enfin, parce que pour motiver quelqu'un en une séance, tu peux sortir de la séance super motivé en disant ouais, bah, comme elle dit, je vais les mettre tous les soirs, c'est bon, je vais le faire et tout. Et après, en fait, de laisser couler et te dire oh, c'est bon, à quoi ça sert? Ouais, de toute façon, c'est pas joli, c'est pas machin. Non, c'est pour ça que pour eux, c'est plus dur, quoi. Ouais, je suis persuadée. Mais c'est vrai que c'est le plus important un peu de notre travail. Vraiment. Et est-ce que toi, t'aurais des petits conseils à donner, par exemple? Non pas qu'on en a déjà dit, l'histoire du stylo entre les chicots, de bien relâcher la mâchoire. En vrai, ça va être de gérer conscientiser, de relâcher. Ça va être gérer le stress, quoi. Ouais, comme faites de la méditation. Non, non, mais en vrai, il y a plein de trucs. Tu peux lire, faire de la méditation, aller voir un psy. Ouais. Qui est aussi, du coup, pareil, dans le multidisciplinaire, aller voir un psychologue. C'est super intéressant pour bien jumeler. Et ça peut être juste une période de votre vie où vous êtes un peu dans le flou. Et dites-vous que c'est plus intéressant de bien gérer ça plutôt que de le rendre chronique, à le laisser durer pendant des mois et des mois, quoi. Ouais, le conseil, je pense, en conclusion, essayez de trouver, vous, votre méthode et de tester plein de choses et de gérer un peu plus le stress, quand même, si c'est dur. Et ne sous-cotez pas ça. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, on est là, bon, allez, c'est bon, j'ai un peu mal à la mâchoire, je le laisse couler et tout. Mais le plus vite vous avez des bons réflexes de ok, là je me sens stressée, je vais mettre ci, ça en place, moins vous aurez ce genre de maladie. Parce que le stress, ok, on en parle un peu en mode bon, vas-y, je râpe un peu mes dents, c'est pas très grave, mais le stress, ça fait beaucoup d'autres choses sur votre corps qui peuvent avoir des impacts beaucoup plus gros. Donc honnêtement, c'est le plus vite vous le conscientisez, vous le gérez et vous redevenez un peu, vous replacez cette homéostasie, donc de revenir à la normale, le mieux c'est. Voilà. Et donc du coup, en dentaire, Elisa, est-ce que pour terminer, tu aurais des petits conseils à donner à nos petits patients, finalement, pour la vie de tous les jours? Le conseil que je donnerais à un patient qui souffre de bruxisme, c'est no pain, no gain. Je sais, ça fait vraiment gros sportif, mais voilà, il faut être motivé. Mais derrière, on a des résultats. Il faut faire les choses en temps et en heure. Ne pas laisser passer le coche en se disant oui, bon, j'ai les dents qui sont un peu abîmées. Non, voilà, il faut essayer d'agir. Les dents, on s'en rend compte qu'à partir du moment où on a des vrais problèmes avec elles, à quel point c'est précieux, à quel point ça peut être impactant dans notre quotidien. Donc voilà, dès que le chirurgien dentiste vous avertit qu'il y a du bruxisme, que vous souffrez de bruxisme, et bien écoutez ce qu'il a à vous dire, essayez d'appliquer les conseils qu'il vous donne, même si c'est fastidieux, qu'une gouttière, c'est pas le plus agréable à porter. Essayez de se forcer les premiers temps, de bien la porter, de bien suivre aussi les séances de rééducation, parce que c'est pas forcément très agréable. Mais voilà, on n'a rien sans rien, et de rester motivé, de se forcer, parce qu'à la fin, les résultats, on les a, mais on n'a rien sans rien. Donc restez motivé et bien écouter son et ses professionnels de santé pour soigner le bruxisme. Tout est dit. En conclusion, en fait, mais souvent la santé dentaire, c'est grave négligé. Mais moi, je détestais aller chez le dentiste, alors qu'en vrai, il y a plein de choses qui partent des dents, quoi. Les dents, c'est la base. C'est la base de tout. Mais de toute façon, comme elle a dit, c'est le jour où on a des gros problèmes dentaires qu'on se rend compte à quel point c'est important. C'est tout. Tu peux manger avec. Et sans manger, tu vis pas. Voilà. Finalement, non, mais c'est vrai. Pas une belle conclusion. Voilà, une rage de dents, ça fait mal, c'est chiant. Non, mais en vrai, c'est super important de le traiter, de le prendre au sérieux, parce que comme elle disait, le jour où après vous avez des trous dans les dents et que pour X ou Z raison elles sont fragilisées et que vous pouvez vous les casser comme ça, c'est beaucoup moins drôle, sachant qu'en amont vous pouviez faire plein de choses. Donc essayez de ne pas le négliger et de le prendre en charge dès qu'on vous le dit, dès que vous avez même vous suspectez ça. Maintenant que vous avez pu écouter l'épisode, vous
pouvez peut-être savoir si plus ou moins vous êtes sujet à faire du bruxisme. Et si jamais vous en faites, vous pouvez à votre prochain rendez-vous chez le dentiste ou chez le kiné en parler et checker un peu ce qu'il en est. Mais en tout cas, voilà, on espère que ça vous a plu. Et un dernier appel, ça c'est un peu c'est votre signe pour prendre vraiment tous vos rendez-vous médicaux. Faut pas oublier d'aller chez le dentiste 1 à 2 fois par an, même chez le gynéco et tous les trucs comme ça, que moi je fais pas, mais que je vais faire là. Voilà. Mais, super, la kiné en carton. Mais c'est important de prendre tous vos rendez-vous et comme ça vous êtes sûr que ça va, quoi. Et petit tips qu'on m'avait donné et que j'ai trouvé ça... moi en tout cas j'ai pas de problème pour prendre mes rendez-vous. À chaque fois que je sors de chez le dentiste, je prends le prochain. Chez le dermato, je prends le prochain. Je fais toujours comme ça parce que sinon je procrastine. Mais un très bon tip, c'est quelqu'un qui avait dit qu'il faisait donc le premier de l'an, le lendemain. Il prenait tous ses rendez-vous. Et il prend tous les rendez-vous de l'année. Et j'ai trouvé ça très bien parce que c'est comme ça que en fait, tu te maintiens vraiment de faire tous tes rendez-vous gynéco, dentaire, enfin tout ça. Et c'est super important parce qu'on peut vous dépister des choses à temps, on peut faire plein de choses dans... C'est vraiment, mais c'est primordial, faites-le. En France, on a un système de santé qui permet de le faire. Et franchement, en vivant en Espagne et ailleurs, on se rend compte de la chance que c'est. Donc, allez-y, prenez vos rendez-vous et prenez soin de vous. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Ah, dans 2 semaines, t'as du mal, hein. Ah oui, c'est vrai qu'on vous quitte un peu. On se dit dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et j'espère que vous avez... Je sais pas. Je suis perdue, là, il faut faire une pause. On espère que ça vous a plu. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et nous suivre sur Instagram. On se revoit dimanche à 14h.